messieurs, dames. Après avoir regardé déjà une multitude de séries, donc, depuis le début de l'année, bonjour à ceux évidemment qui sont là pour ce live de 10 heures sur Twitch. Ceux qui sont sur YouTube, venez sur Twitch, on est bien, c'est agréable. Vous pouvez communiquer directement avec moi sur les critiques, c'est quand même pas mal mieux que regarder directement depuis YouTube. Évidemment, si vous êtes là sur YouTube et que vous n'avez pas l'habitude de Twitch, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On a vu beaucoup de séries depuis le début de l'année. J'en ai quelques-unes encore à rattraper. Sévrance, notamment. Duster, avec Josh Holloway, produit par J.J. Abrams, que je vais très probablement aussi rattraper promptement. Et parmi elles, une série était mise sur le devant de la scène. Beaucoup de gens me demandaient de la rattraper. Une série dont j'avais regardé la première saison, que j'avais adorée. C'était bien évidemment Andor. Andor, donc, qui arrive avec sa deuxième saison. Andor, qui avait largement créé la surprise quand c'était arrivé il y a quelques années avec son premier acte, sa première saison, puisque à une heure où Star Wars était un peu meurtri, si j'ose dire, puisque c'est vrai que les projets Star Wars, depuis Mandalorian saison 2, on peut pas dire qu'on est croulé sous les bonnes prestations. Hein. Kenobi, c'était pas terrible, loin de là, c'était même pas bon du tout. Mandalorian saison 3 était assez décevant en fin de compte. Ahsoka était pas mal, assez mystique, mais c'est vrai qu'on avait largement l'occasion, à mon avis, de faire mieux. Et puis, hormis quelques projets animation, on a eu The Acolyte, mais qui était pour moi un fan-made pas forcément très pertinent et qui de toute façon a été annulé. Il y avait potentiellement, je pense, la possibilité de faire quelque chose d'assez impressionnant, mais ils sont un peu passés à côté. Et au détour de tout ça, et puis d'un univers Star Wars qui, en termes de cinématographie, ne propose plus grand-chose au cinéma en ce moment, on a eu Skeleton Crew aussi qui est arrivé, hein, mais qui a été largement passé inaperçu, que ce soit par la presse ou par les fans. J'en ai pas beaucoup entendu parler de Skeleton Crew. Le concept, le projet, un peu proche des Goonies, m'intéressait pas spécialement de toute façon. On a eu Andor, voilà, il y a quelques années de ça, qui était la série contemplative, intimiste, réfléchie, intelligente, que personne n'attendait, très très proche de Rogue One, qui était le dernier projet en termes de mise en scène, de réalisation, etc., qui était quand même foutrement pertinent et bien ficelé. Hein. Je pense que d'un point de vue cinéma uniquement, c'est le dernier grand projet qu'on a eu au cinéma, hein, Rogue One dans l'univers de Star Wars. Et là, eh bien écoutez, on arrive donc à Andor, saison 2, avec une série qui nous rappelle quand même énormément oserais-je dire la Seconde Guerre mondiale, mais que ce soit même au niveau des décors, au niveau des costumes, même au niveau du phrasé de certains personnages, notamment dans cette deuxième saison, hein, où certains natifs d'autres planètes parlent leur dialecte habituel. On a quand même vachement l'impression soit d'entendre l'allemand, du russe, etc., ou quelque chose qui sonne, qui a une consonance idéale pour rappeler évidemment la Seconde Guerre mondiale, avec ces enjeux de trahison, d'espionnage, de guerre interne, etc., entre guerre civile et puis guerre impériale. C'était quand même quelque chose d'assez costaud. Je vais remettre le chat, effectivement, mon skate, je l'avais retiré hier pour le oufoufou. Voilà, vraiment, le chat devrait être remis. On se retrouve, comme dit Papy, sur eh bien, ce qui faisait la richesse de Star Wars, puisque effectivement, comme dit Papy, Star Wars de base, hein, c'est une métaphore, c'est une vision, en fait, certes science-fiction et galactique, mais une vision de la Seconde Guerre mondiale, avec l'Empereur, les Stormtroopers, etc., bien sûr, et puis aussi la Seconde Guerre mondiale et les Templiers, les Chevaliers de Jedi, etc. Donc on était un petit peu sur deux styles. George Lucas s'était inspiré de toute façon hein, des Templiers pour les Chevaliers de Jedi, il s'était beaucoup inspiré aussi des samouraïs. Je crois que George Lucas est un immense fan de Kurosawa, etc. Il s'était beaucoup inspiré de ça et des mythes un peu japonais pour argumenter Star Wars. Et effectivement, eh bien, de la douleur, des textes, etc. Et puis de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour manœuvrer un petit peu sa trilogie originale surtout. C'est vrai qu'après, à part l'avènement de l'Empire, la prélogie était un peu différente, mais en tout cas, du côté de sa première trilogie, c'était ça aussi dans Rogue One, c'est encore plus ça dans Andor, puisqu'on se retrouve avec une série extrêmement réaliste, tellement réaliste qu'elle peut parfois surprendre, étonner, et puis même laisser un petit peu, comment dire, euh,
étonné, finalement, d'avoir quelque chose qui sonne presque comme une série que n'importe quelle personne parmi nous pourrait vivre. On n'a parfois même pas l'impression d'être dans une série de science-fiction ou une série qui se passe dans une galaxie très lointaine, hein. On est vraiment dans quelque chose, bah voilà, qui va rappeler la résistance des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va rappeler justement eh bien, les méthodes allemandes, etc., ou autres, pour arriver à leur fin avec cette idée justement eh bien, de résistance, de rebelles, comme on avait déjà hein, avec Saw Gerrera notamment dans Rogue One, eh bien, quand même assez extrémiste, il faut aussi le dire, et puis parfois un peu terroriste sur certaines occasions. Et puis d'un autre côté, l'Empire qui est dans une dictature optimale, et puis on va voir beaucoup plus l'envers du décor, etc. Donc c'est vrai que dans les enjeux, Andor saison 2, et c'est une critique des 6 premiers épisodes, je tiens à le redire, hein, les épisodes 7 à 12, je les ferai dans un autre live, parce que c'est une série qui est tellement riche, avec beaucoup de choses à discuter, que je préfère la diviser en deux. Et étant donné ce que je pense des 6 premiers épisodes, je pense que ce sera d'autant plus intéressant de dire après ce que je penserai des 7 au 12, qui apparemment, de ce qu'on m'a dit, sont assez exceptionnels. Donc justement, ça, on en parlera ensuite. Euh... J'ai donc regardé ces 6 premiers épisodes d'Andor, après avoir énormément aimé la première saison. Et ce que je vais vous dire va peut-être être un petit peu étonnant. Je n'ai quasi que du positif à dire sur la deuxième saison de Andor, et pourtant, je n'ai pas particulièrement apprécié regarder la série. Contrairement à sa saison 1, où c'était relativement lent, mais où on voyait une montée de la tension crescendo, etc., avec des arcs quand même assez forts d'emblée, d'entrée de jeu, et puis encore une fois, ce côté extrêmement réaliste, avec des décors, des costumes, etc., la vision de Coruscant, notamment, j'aimais beaucoup, on était très très loin du Coruscant tel qu'on pouvait voir dans la prélogie. Là, c'était vraiment à hauteur d'homme. C'est une série Andor qui est à échelle humaine de toute façon. Elle est à hauteur d'homme, que ce soit dans ses messages, ses allégories, ses métaphores, sa vision de la guerre. On n'est pas dans de l'action à outrance, on est dans quelque chose qui prend son temps, qui est volontairement lent, etc. Et qui pose des bases de, effectivement, thriller sur fond d'enjeux de guerre et d'espionnage hyper intéressant. Et ces personnages aussi, les personnages sont, pour la plupart, hein, les personnages de la série Andor sont vraiment très bons. Nonobstant, effectivement, j'ai beaucoup de choses à dire de positif sur Andor, mais c'est vrai que j'en suis sorti très sceptique, en tout cas des 6 premiers épisodes, puisque là, pour le coup, en termes de rythme et de... C'est tout à fait personnel hein, ce que je dis, en termes de rythme et de capacité à rentrer dans la série, je trouve qu'on rentre beaucoup moins dans la saison 2 d'Andor rapidement et on a beaucoup moins d'attrait pour notamment le premier arc des 3 premiers épisodes que lors de sa première saison où globalement on y était d'entrée de jeu et c'était très rapidement devenu une bonne surprise. Là, pour être honnête avec vous, Andor, certes, dans sa réalisation, dans sa mise en scène, dans sa photographie, on a des plans qui sont chiadés. On voit, moi j'aime beaucoup, par exemple, c'est un truc à la con, mais j'aime beaucoup les plans en caméra embarquée sur les vaisseaux. Je trouve que c'est un truc que Star Wars ne faisait pas souvent et qui font beaucoup depuis Mandalorian, mais ils le font encore beaucoup plus avec Andor. Et ça te donne justement ce côté réaliste et vraiment euh, intime d'être avec les personnages, etc. Et bien qu'on n'avait pas forcément dans les, euh, dans les autres séries qu'on avait pu voir ou dans les autres projets Star Wars précédemment. Ça fait partie des choses que j'aime bien. Encore une fois, je vous le dis, voir Coruscant à hauteur d'homme, ça donne justement un aspect de gigantisme ultra étouffant, mais ça permet aussi d'aller dans d'autres, dans quelque chose de beaucoup plus intime, au cœur des personnages qui est intéressant. On voit des personnages qui ont, c'est con, hein, mais des problèmes humains, ne serait-ce que la copine de Andor qui a du mal à dormir, qui est complètement bousillée par la guerre et par ce qu'elle doit endurer et par son envie finalement de faire quelque chose et de participer à certaines actions, la peur de perdre Andor un petit peu plus chaque jour, ses troubles du sommeil, etc. Et ben, on la voit être pas loin de se droguer hein, finalement pour résoudre des problèmes qui sont humains. On insiste dans le premier acte sur un mariage, voilà, ça fait partie des choses qui sont... Alors pour moi, le défaut d'une qualité ou la qualité d'un défaut, on va passer 3 épisodes sur un mariage, sur des fonds aussi finalement de ruse et
de plans, de toujours quelque chose de très organisé quand même malgré tout. On a une séquence comme dit Pritch, de tentative de viol. Ça, c'est des problèmes aussi profondément humains qu'on n'a pas du tout finalement dans les autres Star Wars. Et c'est ça que j'aime bien moi dans Andor. Pour commencer par le positif, c'est ce côté ultra réaliste. Même dans le souci du détail de certaines personnes qui vont regarder des écrans de télé avec des émissions télévisées. C'est pas quelque chose qu'on voit dans l'univers de Star Wars. On le sait, dans l'attaque des clones, il y a effectivement des écrans géants avec des courses de potes, des trucs, des machins, donc on imagine que ça existe. On va de temps en temps dans des bars, des pubs, mais on ne voit pas cet envers du décor-là dans Star Wars. On n'a pas... alors j'en faisais la blague, parce que pour le coup, effectivement, je trouve que ça fait partie des séquences qui font qu'il y a beaucoup moins de rythme, mais c'est pas forcément, pour moi, d'une pertinence folle. En tout cas, dans les 6 premiers épisodes, je sais pas comment ça va évoluer, mais jamais dans Star Wars, on a vu une belle-mère arriver et participer à un repas le dimanche après-midi du côté de Coruscant. Andor nous le montre. On voit pas des personnages préparer le banquet pour la belle-mère en écoutant la radio avec de la musique classique. Ah, c'est très rare. À part pour la revanche des Sith, on avait une séquence d'opéra, mais vous aviez vu la séquence d'opéra, c'était très, malgré tout, comment dire, c'était très malgré tout science-fiction. Hein. C'était un peu comme le cinquième élément. Enfin, je veux dire, c'était un truc qui sortait du lot. Là, c'est beaucoup plus terre à terre. Alors après, je pense qu'ils se sont mêlés non seulement aux idées de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi aux problèmes de maintenant. Comme dit Anna Klusmos, l'impact de la télé, etc. Je veux dire, la télé, quand on voit là, dans cet épisode de Andor, la télévision se mettre en route, c'est pour parler politique. Effectivement, un talk show politique. Bon, bah, il y a peut-être aussi justement cette idée très Trump, etc., avec ce qui arrive aux États-Unis, de mettre encore plus en avant, voilà, les problèmes au Sénat, l'importance de la télé, de ces influenceurs télévisés qui vont être capables de parler de politique, d'influencer certains ou autres. Bon, c'est vrai qu'on est dans un truc qui, finalement, Andor est une satire à la fois de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de notre univers actuel, qui est très bonne. Le problème, encore une fois, c'est de bien le rythmer. C'est-à-dire que, personnellement, moi, passer autant de temps sur le mariage autour de Mon Mothma, je trouve que c'est beaucoup trop long et que ça manque de saveur en termes de rythme et d'intérêt. On parlait assez régulièrement, voilà, de Mon Mothma qui va prendre plusieurs shots. Ça, c'est pareil. Des personnages bourrés dans Star Wars, c'était quasi du jamais vu. Quasi. Peut-être que ils ont l'habitude de boire quelques verres dans des cantinas, dans les jeux vidéo, ou éventuellement dans Star Wars 4 ou dans Solo. Mais sinon, globalement, c'est des choses qu'on ne voit peu. Et là, effectivement, on la voit, et puis on a tout le banquet, et puis ça aussi, c'est assez particulier. C'est la musique techno, etc. Le lien musical, même l'engouement musical qu'il y a autour d'Andor peut surprendre. Parce qu'on part sur de la techno, on part sur des musiques qui font très cyberpunk. À la limite, Andor, je trouve que c'est plus proche de cyberpunk que de Star Wars, sur pas mal de points. Donc, effectivement, avec Lusmos, le mariage, il permet de découvrir cette culture-là. Ça enrichit le lore, notamment sur eux, leurs rituels, parce que c'est des traditions avant le mariage, etc. Ça n'empêche que si c'est mal rythmé ou si c'est trop nombreux, ou si par exemple dans le montage on a Mon Mothma voilà, qui danse, alors une fois on le comprend, deux fois aussi, complètement ivre-mort pour montrer un peu son trauma, son envie justement de penser à autre chose et sa dualité actuelle, ok. Maintenant c'est vrai que quand c'est trop souvent, moi j'ai trouvé que ça manque de rythme et j'ai pas réussi à embarquer dedans. C'est pour ça que je dis tous les côtés positifs que je vois là-dessus, je les comprends et je les entends. Maintenant c'est vrai que j'ai pas réussi à rentrer dedans. Tous les problèmes autour des fermiers aussi. Là où habite dans le premier arc la copine de Andor. C'est vrai que ça peut être intéressant justement pour voir l'Empire s'enfoigner le loi qui est capable de violer certaines femmes. Voilà, ça offre une vision de Star Wars beaucoup plus réaliste, intime et forte et violente. Maintenant, c'est vrai que sur l'ensemble, j'ai eu un peu de mal. L'un des arcs que j'ai trouvé, mais sans intérêt aucun, c'est l'arc où Andor va être sur une planète isolée et faire face à une communauté qui se divise en deux pour au final ne même pas être résolu à la fin de l'arc, mais à la fin du deuxième épisode, sans qu'il y ait véritablement de péripéties qui travaillent ou développent le personnage. Encore une fois, dans les six premiers épisodes, j'entends, et là en particulier dans le premier acte, dans les trois premiers épisodes, dans l'arc numéro 1. Bon, ça, j'ai trouvé que c'était très peu intéressant, et finalement, le final, avec une créature qui arrive, moi j'attendais quelque chose de peut-être plus sombre, etc.
Là, j'ai trouvé que c'était proche de l'inutile. Et quand bien même cette série a énormément de qualité, et dans les dialogues aussi, dans ce qu'elle propose, dans les relations entre personnages, j'aime beaucoup ce que fait Saw Gerrera, par exemple. Saw Gerrera, on le sait, hein, c'était quelqu'un de bien qui est toujours à la lisière de la folie, voire même fou par moment. Il a toujours été présenté comme ça, que ce soit dans les séries animées, dans Rogue One ou même dans Andor. Et là, on le voit encore plus, mais c'est le talent immense de Forest Whitaker et le fait que justement il montre qu'il n'y a pas de bon côté. Je trouve que c'est une série Andor qui est particulière parce qu'elle montre que finalement les rebelles ne sont pas si sympathiques que ça. Ça reste aussi des terroristes qui tuent des milliers de personnes pour justement sauver la galaxie, certes, mais il y a une nuance aussi à adopter. Forest Whitaker, c'est quelqu'un qui est capable du pire pour arriver à ses fins. Et moi, j'aime bien le fait qu'on le montre comme ça, qu'on le montre pas uniquement comme quelqu'un de bien. Et son traitement, avec sa dernière séquence, où justement il devient complètement fou, puis il rend complètement fou quelqu'un qui est à côté de lui, avec, je crois, enfin, une espèce de fluide. Alors, j'ai plus le nom en tête exactement, mais ça a l'air d'être une espèce de drogue qui arrive dans l'air, dans l'oxygène, et puis qui rend un petit peu fou, etc. Et puis alors la scène est magnifique de cette scène-là avec Saw Gerrera. Mais moi, je comprends l'importance des premiers épisodes. Je suis totalement d'accord que, à mon avis, c'est une longue introduction pour les épisodes 7 à 12, dont on m'a dit le plus grand bien. J'ai quasiment que du positif à dire, hein, comme vous l'avez vu sur Andor. Le problème, c'est que effectivement, en termes de rythme et en termes de manière de s'accrocher à l'histoire, comme c'est vrai qu'il se passe peu de choses et que globalement c'est lent et que on voit régulièrement toujours les mêmes spots, etc. Je trouve que c'est une série très difficile d'accès. Je vais pas dire que c'est pas bon, je vais dire que c'est très difficile d'accès et que c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains et qu'une série comme Andor, un fan puriste de Star Wars, tu lui mets les 3 premiers épisodes, je suis pas sûr qu'il apprécie. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même... quand on est à Coruscant, vous voyez le visuel, par exemple, le design, pour revenir là-dessus, des vaisseaux dans l'attaque des clones. C'est des vaisseaux spatiaux. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un plan, alors je ne sais plus c'est qui exactement qui prend ce vaisseau-là, mais je crois que c'est Cassian. Il me semble qu'il y a un plan où Cassian revient chez lui et il arrive en speeder de Coruscant, enfin bon, en vaisseau de Coruscant. Le vaisseau ressemble à une Mercedes. Et je me suis dit, mais même les vaisseaux, ils en ont fait des voitures, quoi. Genre le design, les trucs et tout, ça ressemble à une bagnole. Il y a un plan dont je me rappelle où je me suis dit, on dirait une Merco. C'est pour vous dire à quel point c'est devenu réaliste. Les habits des personnages, le phrasé des personnages, c'est des vêtements de la Seconde Guerre mondiale. Quand ils sont sur, c'est la planète Gorman, je crois. Là, c'est vraiment, vraiment la métaphore de la Seconde Guerre avec les personnages, les discussions dans les catacombes des rebelles ou néo-rebelles qui veulent aller à l'encontre de l'ordre établi. Ça m'a limite fait penser à Inglourious Basterds. Moi, j'aime bien ça, hein. Mais c'est vrai que c'est difficile à regarder parce que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Perso, mon souci avec ce mariage, c'est que certes l'idée est cool, mais je rappelle que le but de base c'est pour que Mon Mothma ait accès à de l'argent pour la cause, mais le truc c'est qu'on sent pas ça après vu, les rebelles continuent de faire leur braquage et d'être en galère. On dirait que le mariage est là pour faire joli, mais sans impacter la trame. Il y a un peu de ça aussi, ouais. Après, je sais pas si du coup ça aura un impact plus important par la suite, mais il y a un petit peu de ça, effectivement, de certains arcs où on se dit, tiens, celui-là, je vois à peu près là où ils ont voulu en venir, mais est-ce que c'est foncièrement pertinent ou est-ce que ça développe finalement ce qu'on imaginait être développé? Gorman s'est vraiment inspiré de la Seconde Guerre avec les habitants qui parlent une langue qui est inspirée du français et de l'allemand. Et puis les génocides. Les génocides, les trucs, avec ça c'était très bien, avec le Moff Tarkin. Moff Tarkin qui voit des gens et qui pose son vaisseau, etc., malgré le fait qu'il y a une foule et qu'aujourd'hui il y a un mémorial pour... Ça fait très, oui, effectivement, génocide, de dommages collatéraux, etc. À la limite, ils nous sortiraient, enfin je sais pas dans des épisodes 7 à 12 s'ils vont le faire, mais ils sortiraient une planète où il y a des camps de concentration, ça me choquerait même pas, quoi. Ça que je choquerait même pas. Alors ça aussi, c'est un truc avec lequel la série abuse, montrer les rebelles comme des incompétents, mais le truc c'est que dans l'acte 1, ça fait perdre de temps, et dans l'acte 2, ça cause la mort d'un personnage par accident, pas super captivant ou stimulant. Moi, ça m'a moins choqué, ça montre aussi que les rebelles font des erreurs. Faut savoir aussi, Preach, que là, on est un peu à l'origine de la rébellion, hein. On est, alors peut-être pas à l'origine,
Mais on est 3-4 ans, enfin, j'imagine que ce sera un an avant la rébellion, enfin, avant la bataille de Yavin. On est un peu dans les prémices. Enfin, les prémices, c'était la série Andor, mais on reste un peu dans les prémices des premières manœuvres, etc., rebelles. Pour moi, le fait qu'ils soient intantinés, incompétents, dans le sens où finalement, bah, les mecs, ils débutent une rébellion contre un empire qui est absolument partout et qui prend le contrôle de toutes les planètes, forcément, tout peut pas se passer comme prévu. Moi, pour l'instant, j'ai vu que les 6 premiers épisodes, parce que, étant donné que les 6, j'ai quand même eu du mal à les regarder, parce que bah, ça porte bien son nom. Hein. Je me suis un peu endormi hein, devant les 6 premiers épisodes, justement parce que c'était copieux, mais en même temps, c'est tellement différent du Star Wars qu'on a l'habitude de voir et moins rythmé que la saison 1 que il fallait une pause. Mais justement, les 6 premiers épisodes, moi, je trouvais ça intéressant de les faire de base, parce que si les épisodes 7 à 12 sont complètement mieux, on aura vraiment limite 2 saisons en une. Donc je vais regarder la suite, hein, bien sûr. La semaine prochaine, il y aura le live de Andor sur la suite, qui sera, à mon avis, bien meilleur. C'est pour ça, là, je juge que les 6 premiers. Tous les acteurs sur Gorman sont français, d'ailleurs. Bah, ça se sent, hein. Tu le sens même dans le doublage, etc., dans la manière de faire, ça se voit. Ça se voit. Et oui, c'est très... quand tu arrives sur Gorman, c'est très occupation française. Tu sens le côté les Français qui sont collabos ou qui sont un peu rebelles, etc. Avec l'occupation française et puis Cassian qui arrive là. Puis les trucs, même dans les décors, je veux dire les rues, etc. T'as vraiment l'impression d'être en 39-45. T'avais fait un live, j'avais fait une vidéo carrément sur Andor Thibaut sur YouTube. J'avais fait une vidéo, moi la saison 1 j'avais adoré. Hein. Je vous dis, la saison 2 de Andor, j'ai pas beaucoup de choses à dire de négatif dessus parce que je reconnais que c'est très pertinent. C'est que j'ai eu du mal avec le rythme, vraiment. Et le premier acte, j'ai eu beaucoup de mal avec bah, la partie autour de Cassian sur la planète, là, qui pour moi ne sert à rien. La partie avec les fermiers, qui est quand même très très longuette, hormis sur le côté un petit peu viol et sur les drames que peuvent faire subir les gars de l'Empire. Et sur la partie du mariage, où tu as un sentiment d'inachevé, où c'est très long pour peu de choses au final. Mais, euh, mais sinon, oui, c'est pertinent. Il y a beaucoup de choses quand même. Bah, c'est tellement, ça sort tellement du lot. Puis même d'un point de vue de réalisation, l'importance musicale, la réalisation, la photographie, la mise en scène, c'est tellement pas Star Wars en fait. C'est tellement pas Star Wars, c'est tellement même limite plus proche cyberpunk comme je le disais si on veut prendre la SF, mais c'est limite tellement pas SF que c'est ça qui est intéressant. C'est de voir un truc où tu te dis, et moi, Andor, pour reconsidérer un peu pour certains qui l'ont vu, Andor est le monarque de l'univers Godzilla et Kong. Godzilla, moi vous le savez, j'adore Godzilla de Gareth Edwards comme un symbole. Après, je trouve ça nul. Kong Skull Island était très beau visuellement. Maintenant, bon, d'un point de vue histoire, c'est cassé pas trois pattes à un canard, mais il était en termes de photos, d'effets spéciaux et de visuel, il était quand même très très fort. Godzilla 2, j'ai trouvé ça nul, et les Godzilla X Kong sont de plus en plus éclatés au fur et à mesure, à tel point que j'en suis limite avec un sentiment de viol intempestif. Tellement j'aime le personnage de Godzilla. Godzilla Minus One m'avait réconforté, heureusement, parce que le reste c'est catastrophique. Et dans cet océan de nullité, on a eu Monarch, qui était sérieux, qui était intéressant dans sa chronologie, qui était pertinent, qui était euh, à prendre au premier degré, c'est-à-dire que ça enrichissait un peu le lore et c'était une série qui avait un fond assez riche et ça sortait de nulle part. Série Apple qui sort de nulle part, tant tu vois la catastrophe finalement que sont les films. Ah là, c'est pareil, dans un univers de Star Wars où globalement on est un peu sur les fonds du tréfonds en ce moment, enfin en tout cas, il n'y a pas beaucoup de projets qui méritent vraiment d'être mis sur le devant de la scène. On a Andor qui est un ovni total. On se dit, mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans avec une telle richesse de réalisation, de mise en scène, là où globalement, bah, tu vas regarder à côté, même Mandalorian saison 3, plus le temps passe, plus avec le recul, je trouve que c'est plus que moyen. C'est la raison pour laquelle j'avais supprimé mes vidéos sur Mandalorian d'ailleurs, parce que j'étais plus du tout en accord maintenant avec, ce que je pensais de Mandalorian à chaud après les visions des épisodes. Je trouve qu'aujourd'hui, Mandalorian saison 3, il y a un ou deux bons épisodes sympathiques.
Aller autour de Bo-Katan, c'est bien, mais ça a été très mal géré. Même le fait de récupérer Grogu dans Boba Fett, c'est pas intelligent. C'est pour tous les gens qui veulent pas regarder Boba Fett ou qui ont arrêté parce qu'ils ont pas aimé. Tu reprends Mandalorian saison 3, il est avec Grogu. La réponse est dans une autre série. Enfin, ça donne vachement le côté, tiens, regarde tous les projets pour comprendre, fils de pute. Sinon, à un moment donné, tu pigeras rien. Je trouve que c'est pas ouf. Et pourtant, les épisodes avec Mando dans Boba Fett sont très bons, sont même les meilleurs de la série Boba Fett. Mais ça, c'est un Eldorado. Maintenant, pareil, enfin, je veux dire, regardez la qualité photographique et visuelle qu'il y a dans Andor. Et moi, j'aimerais que quelqu'un me réponde dans le chat parce que Andor a plus ou moins de budget de la série Kenobi. Parce que moi, je repense à Kenobi. Je me dis, les décors en carton-pâte. Le final entre Vador et Kenobi qui est affreux. Visuellement, c'est sur une planète désertique. Enfin, c'est pas beau du tout, quoi. La réalisation quasiment inexistante. Et un projet aussi attendu comme Kenobi, réduit à néant comme ça, parce que franchement, je trouve que la série Kenobi, même dans les costumes, dans les maquillages, c'est le néant abyssal. Kenobi, je me dis, à mon avis, je pense que ça a plus de budget que Andor. Regardez le niveau de Andor en comparaison d'un point de vue photographique et de mise en scène. C'est irréprochable. J'ai plus de bons épisodes dans Boba Fett et plus de souvenirs marquants de Boba Fett que de Mando saison 3. Oui, moi aussi, Naclusmos. Parce qu'au moins, Boba, il y a. Je sais plus combien il y avait d'épisodes, mais il y a les 2 épisodes autour de Mando que j'ai adoré, le final et l'épisode où il retourne dans le Sarlacc. Ça fait au moins 4. Le problème, c'est que le reste est vraiment pas terrible. Mando saison 3, honnêtement, je me rappelle quasiment de rien. Mandalorian saison 3, je me rappelle quasiment de rien. Alors que Mando saison 2, je me rappelle de tout. Rappelons que Mando saison 2, pour moi, c'est exceptionnel. Non, pour le coup, Andor a eu beaucoup de budget, 400 millions pour les 2 saisons. Ah, donc tu vois, finalement, ok. J'aurais pensé, en fait, que Kenobi aurait un plus gros cachet parce que Hayden Christensen et Ewan McGregor. Et que c'est Kenobi, donc on va mettre beaucoup de l'argent là-dedans, machin. John Williams, rien que pour une musique qui prend un cachet monstre, et puis on sait pas ce qu'on fait. Et puis au final, ça donne la course-poursuite de Leia, tu vois. Bon. Là, dans Andor, le budget est très bien utilisé. Mais en même temps, regarde, c'est ça qui est intéressant. De temps en temps, je me faisais l'idée de Andor. Ça peut arriver que de temps en temps, on voit une créature. Ou, tu vois, par exemple, il y a un passage très subtil où il y a des personnages qui font une brochette de chiens. Et le chien, c'est les chiens, chiens de garde des Tusken, des pillards Tusken sur Tatooine. C'est la même espèce. Et là, tu te dis, ah oui, on est dans Star Wars. De temps en temps, tu vois 1 ou 2 Stormtroopers, tu te dis, ah, et putain, c'est vrai qu'on est dans Star Wars. Tu vois 1 ou 2 extraterrestres. Ah oui, c'est vrai que. Mais sinon, tu l'oublies. C'est une série qui est capable de te faire oublier ça. Tu vois X-Wing, tu te dis, ah putain, trop bien, X-Wing. Ah, on est dans Star Wars. Ouais, parce que sinon, tu t'en rappelles pas. Tu t'en rappelles pas parce que t'es dans. T'es dans autre chose, en fait. T'es dans autre chose. Non, pour le coup, Boba fait les costumes, était excellent, alors que Kenobi, ils ont réussi à louper les costumes et maquillages des principaux persos. Les Inquisiteurs, notamment, c'est pas terrible. Après, Boba Fett, c'est pas une série que j'ai détestée, pour le coup. Boba Fett, j'ai trouvé que c'était une série qui avait du potentiel et qui était plutôt intéressante à suivre malgré tout. Pas. Comment dire, pas grandiose, mais qui avait quelques séquences intéressantes. Les 2 épisodes autour de Mando, le retour dans le Sarlacc, le final avec Cad Bane, Boba qui prend le pouvoir de Tatooine. Le seul problème, c'est que je trouvais que c'était feignant. Boba Fett qui veut uniquement rester sur Tatooine alors qu'on l'a déjà vu 1 million de fois, je trouvais ça un peu feignant. Après, je suis un gros lecteur des comics de Boba Fett. Et quand tu vois toute l'histoire autour de Boba, il y avait tellement plus à faire. Il y avait tellement plus à faire. Et c'est dommage en fait, parce que si on avait eu une saison 2 à Boba Fett, on l'aurait peut-être exploité. Moi, Boba Fett qui reprend les cartels de Coruscant ou des choses comme ça, ou je sais pas, tu vois, d'aller sur d'autres planètes et tout, moi j'aurais trouvé ça cool. Tu sens limite que la série aurait pu être même ne pas être de la SF. Ah bah, Andor, honnêtement, il y a des épisodes, il n'y a pas de SF du tout, hein.
Voilà, dire Andor, à un moment donné, quand le mec il arrive et qu'il arrive sur une autre planète, il passe des couloirs où on entend des voix bienvenue sur telle ou telle planète, la monnaie utilisée est telle chose, ceci, cela, t'es dans un aéroport, t'es sur une planète réaliste. Quand il va bosser, c'est réaliste. Quand le mec il se fait à boire, qui parle d'argent, des trucs, des machins, des relations humaines, c'est réaliste. Alors après, il y a des choses qui nous rappellent Star Wars. On n'a pas parlé de Krennic, qui revient dans la saison 2 de Andor, extrêmement pertinent, toujours très propre sur lui, très charismatique, très froid. La confrontation qu'il a avec Mon Mothma est hyper intéressante. Bon, lui, tu sens qu'il porte le truc. Euh, mais, euh, mais il faut des petits rappels comme ça de la saga Star Wars pour te rappeler qu'on est dans Star Wars. Et encore une fois, c'est positif. C'est Andor est parfait dans sa relation avec Rogue One. En tout cas, je trouve. Je trouve que Andor, tu le regardes et ensuite tu te fais Rogue One, c'est parfait. Je sais pas si une saison 3 est prévue ou si la fin de Andor coïncide directement avec le début de Rogue One. Je sais pas exactement. Euh... je- pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai regardé la durée des épisodes. Je crois que je me suis fait spoil un truc. Je crois. Hein. Je pense que je me suis fait spoil quelque chose sur le dernier épisode. À voir. Faudrait que je regarde Rogue One avant. En fait, il faudrait que je me refasse Rogue One avant de regarder la fin de Andor pour voir un peu dans quel contexte ça se passe. Parce que bah là, on voit que Cassian, par exemple, est avec une nana. Dans mes souvenirs, je crois que cette nana-là n'est pas dans Rogue One. Et Cassian, on imagine une romance avec Jyn Erso dans Rogue One. Donc j'imagine que peut-être que cette nana-là meurt dans le troisième acte, et puis un an se passe, et puis ensuite on passe à la suite. Le fait est que fin de Andor, c'est Rogue One. Bah, le fait est que j'ai vu que le dernier épisode portait 3 noms, dont le nom Erso. Donc, mon envie très 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 forte serait de revoir Jyn Erso dans le dernier épisode de Andor. Maintenant, si c'est en regardant la liste des durées des épisodes pour voir à peu près combien de temps duraient les épisodes que j'ai vu ça. Bah, je voulais pas me faire spoil. Mais je pense que si voilà, même si c'est en caméo ou à la fin, voilà. Oui, mais toi, on sait pourquoi tu veux la voir. Mais parce que j'aime beaucoup le personnage. Non, mais c'est pas parce que tout de suite c'est Jyn Erso, machin. Non, j'aime beaucoup le personnage de Jyn Erso. Et je suis très curieux de savoir justement bah, quel va être le lien entre l'arrivée de Jyn Erso, sachant qu'il y a une romance avec Cassian, et la fin, visiblement, de sa relation avec la nana qui est là. Peut-être dans une scène hyper émouvante, dans le troisième acte ou autre. Moi, c'est à peu près une rumeur, enfin une théorie que je pourrais avoir, qui permettrait, ou peut-être qu'elle va succomber à la drogue qu'elle prend en ce moment, puisqu'elle continue à en prendre, ou des choses un peu, voilà. Le dernier plan du dernier épisode est fabuleux. Quand ils font tout péter, là, et tout, et que les deux marchent avec le thème de Andor que j'adore, c'est comme si, là, ça y est, on avait commencé à vraiment faire marcher les premiers cas terroristes des rebelles pour montrer qu'ils existent. Moi, j'ai trouvé que ce dernier plan là du dernier épisode du deuxième acte, donc l'épisode 6, était très bon. Mais voilà, je sais pas quel autre personnage vont revenir. Le droïde, pour l'instant, médical de Rogue One, on l'a toujours pas vu. On n'a toujours pas revu non plus Jyn Erso, on l'a pas vu non plus. On a vu Saw Gerrera une fois ou deux, mais quel va être l'impact de Saw Gerrera sur la suite? Moi, alors, là, c'est mon côté idéaliste. J'ai vu une séquence qui était magnifique d'ailleurs, hein, qui m'a rappelé le discours de l'empereur dans le Sénat. Je ne sais pas si ça se passera dans Andor, mais si on pouvait avoir Mon Mothma qui a une séquence au Sénat face à l'empereur, je ne sais pas si Ian McDiarmid est revenu dans Andor, surtout ne me le dites pas. Je vous avoue que c'est une des choses que j'attends le plus. Là, pour le coup, ce serait pas du fan service, mais très clairement, de la manière dont l'agence, on parle beaucoup trop de l'empereur pour que l'empereur ne se manifeste pas. Je serais déçu que l'empereur n'intervienne pas dans Andor, surtout si c'est la dernière saison. Parce que ce serait... alors Vador, je pense pas, lui il fait ses bails et tout, machin, on n'a pas besoin. Mais l'empereur, c'est très énigmatique hein, en même temps. Quand on regarde l'empereur, on le voit quasiment pas. Hein. Star Wars 4, 5, 6, l'épisode 5, on le voit vite tef. L'épisode 6, on le voit pas mal, mais il meurt. Je compte pas la postlogie. Pour moi, l'empereur meurt à la fin de l'épisode 6. La postlogie n'existe pas. Mais autant on a beaucoup travaillé sur Vador. Euh, et
Et on voit l'empereur face à Vador à la fin de Kenobi. Il y a une petite séquence quand même où il parle avec Vador à la fin, etc. Sur un retour qui était plutôt bien vu. Euh, Autant Vador, on a eu tellement de choses, comics, jeux, anecdotes, séries, où on sait ce qu'il fait entre les épisodes 3 et 4. C'est très particulier de savoir ce que fait l'empereur. Que fait l'empereur dans l'instant T? Moi, j'aimerais le savoir, ça. Parce que ça, pour le coup, c'est intéressant, et d'un point de vue politique, puisque c'est une série Andor qui est avant tout politique, j'aimerais savoir ce que fait l'empereur. Pourquoi l'empereur ne se manifeste que très peu? Où est-il? Alors, on le voit dans les jeux, hein, je veux dire, et encore, c'est même plus des jeux. Je crois que les jeux, notamment, où on a Star Wars La Force Unleashed, je crois que c'est même plus des jeux qui sont dans le canon de Star Wars. Mais où est l'empereur? Là, j'aimerais qu'on voit l'avancée de l'étoile noire dans la suite. Parce qu'on en parle quand même beaucoup. Je veux dire, là, on est dans les. Bon, on cherche des matériaux pour la créer, l'étoile noire. Donc, bon. Et puis, il y a d'autres personnages très énigmatiques. Luten. Un personnage. C'est Luten ou Luther? Je me souviens plus. Euh, le père Sasgard. L'opération de Gorman, c'est en lien avec l'étoile noire. Oui, voilà, bien sûr. Bien sûr. Tout ce qui est propagande, machin, etc. Mais c'est vrai que lui, c'est un personnage très énigmatique, ce qui va arriver au fur et à mesure de ce passage-là. Quelles sont les véritables motivations des gars de l'Empire, là, cette espèce de couple un peu particulier entre le fils à papa et l'autre, là, la nana très très froide. Je pose une question dans le chat. Quand lui revient et qu'elle, elle lui dit éteins la lumière, éteins la lumière. Est-ce que vous avez compris la même chose que moi, mes salauds? Ou je me suis posé la question quand même, moi. C'est-à-dire, pourquoi elle lui demande d'éteindre la lumière? Est-ce que c'est juste genre, vas-y, maintenant on discute, on fait... Ou est-ce que... Je pense que Oli, c'est elle qui gère le truc aussi. Hein. Parce que j'ai vu cette séquence-là, je pense qu'elle dit éteins la lumière, et maintenant, t'inquiète pas, on va s'occuper là. Tu vois, on va faire les choses là. Un joli couple de fascistes. Ah, vraiment, mais moi, je dois avoir un problème parce que c'est au même titre que dans Sons of. Moi, je suis fan de la nana du FBI. Et moi, limite, mon crush, c'est la meuf de l'Empire, là. Hein. Le côté ultra froid comme ça, machin, mais tu sens que derrière, à mon avis, hein, ça doit y aller. Moi j'aime bien. Hein. Moi, personnellement, euh, moi, je m'inscris comme Stormtrooper s'il faut. Hein. C'est pas grave. Hein. Bon, alors lui, par contre, ouais, lui, non, mais lui, c'est insoumis vis-à-vis de sa mère, c'est insoumis vis-à-vis de sa femme, c'est insoumis vis-à-vis de l'autorité, de tout. Lui, c'est l'exemple de la frustration fasciste, clairement. Hein. La dernière du FBI, c'est pas une fasciste. Non, mais c'est une connasse. C'est une connasse, tu vois. Et puis alors l'autre, là, est calculatrice et tout, très, très... Non, non, c'est des bons... Ça, c'est des personnages que j'aime bien aussi. L'un des points négatifs que j'ai, par contre, sur Andor, c'est sur les personnages secondaires. Autant, sur tous ceux que vous voyez à l'écran, là, on a des persos qui, voilà, des charismatiques et qui jouent bien. Je trouve que les personnages secondaires sont très moyens. Je trouve que ça fait très série, un peu sans le sou. Là, les mecs là qui s'affrontent sur le champ de bataille quand Andor s'est écrasé sur la planète, là qui leur tiennent en otage, ou même les autres protagonistes qu'on peut voir sur la planète fermière ou autre. Je me dis qu'on n'a pas beaucoup misé. Voilà, ça va pas, c'est pas très marquant. Le personnage, par exemple, qui va tuer par inadvertance une nana là, qui fait partie de l'Alliance Rebelle et tout, et la femme qui lui dit mais tu sais que cette nana-là était charismatique, elle va rester, on va la pleurer, toi t'es rien. Bah tous ces personnages-là, par exemple, ne resteront pas dans les mémoires. Alors que pourtant il y a des séquences importantes là-dessus, mais bon, ils ont pas beaucoup misé sur l'acting des protagonistes là. Après, la copine de Cassian quand même aussi. Hein. La copine de Cassian, moi je comprends que Cassian il a envie de se battre pour la rébellion. Hein. Mais moi c'est mon côté un peu détraqué, hein, mais entre la copine de Cassian et la nana de l'Empire là, je sais pas si je devais avoir un crush sur une des deux, je saurais pas vous dire qui. Voilà de l'analyse hein, pour terminer cette critique d'Andor. Là on est sur de l'analyse pure. Parce que l'autre, la nana de l'Empire là, tu sens que ouais, moi je me dis éteins la lumière, t'en fais pas, va. Tu vois. Alors vraiment, hein. Je comprends mieux que la meuf de l'Empire. Ah, Bix, ouais, elle est vachement. Ah, c'est une très belle femme. Mais j'arrive pas à choisir parce que honnêtement, non, non, la nana de l'Empire, pour moi, c'est truc un peu, ouais, peut-être un peu. Tiens, j'aime bien ce genre de bail là.
Moi, j'aime bien ce genre de truc un peu. T'en fais pas, tu vois, genre vraiment. Mais oui, non, mais ça, oui, après, Bix, elle est magnifique. Puis là, le personnage est génial aussi, parce que là, on rigole, mais le personnage est très bon, hein. Mais c'est vrai que voilà, c'est une série qui est quand même assez particulière, parce que comme vous avez pu l'entendre, hein, j'ai quasi que du positif à en dire, mais je reste quand même sur ma fin des 6 premiers épisodes. J'attends que les autres bah, soient d'autant plus forts et que ça prenne un vrai rythme et qu'on ait des vraies séquences. Parce que là, je me dis que à la mi-saison, c'est quand même assez mal rythmé et c'est pas très bien proportionné, quoi. C'est pas très bien proportionné. Bon, ça reste très sympathique. Ça reste évidemment très sympathique. Et puis c'est un Eldorado. C'est un Eldorado pour Star Wars, quoi, d'avoir un truc comme ça. Le seul fait est que, effectivement, Mon Mothma qui se bourre la gueule, des fermiers qui sirotent des verres, l'arrivée de la belle-mère qui va prendre une demi-heure en 2 épisodes à parler avec son gars. Bon, ouais, ça, c'est vrai que qu'il y en aurait eu moins, ça m'aurait pas dérangé. Elle sort en ce moment avec Jason Momoa. C'est la copine de Jason Momoa, Adria Arjona. Ah oui. Ah bah c'est Monsieur Jason là. Là c'est Monsieur Jason. Eh ben écoutez, je vais regarder si l'actrice qui joue la nana de l'Empire est toujours disponible, hein. Attendez 2 secondes, je regarde. On sait jamais, hein. Sur un malentendu. Bon, hein, ouais, ça vaut le coup quand même de vérifier, hein. Aucune ne voudrait de toi. C'est vrai que de toute façon, moi j'ai aucun charisme, mais Cyril, Denise Goff, 45 ans, hein, elle est une belle femme, irlandaise en plus. Il y a rien de marqué sur sa vie privée. Pour moi, elle est célibataire, ça DM. Voilà, c'est acté. Je vais régler ça ce soir pour être en accord avec le décalage horaire. Euh, je vais lui envoyer Hello, good job. Hello, good job. I want to be a stormtrooper. Please take me information. Mais non, 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 oui, moi j'ai hâte de voir les prochains épisodes. J'ai quand même hâte de voir la suite et puis on verra évidemment ce qu'il en est, mais c'est quand même une série qui, je pense, mérite d'être regardée. J'attends plus aussi, alors, je sais pas si ça vous a fait ça, mais j'attends plus de Cassian. Je trouve que Cassian est très peu exploité finalement dans les 6 premiers épisodes. Quand il se transforme un peu en styliste sur la fin, on le voit un peu plus, mais j'étais assez étonné de voir que son traitement naviguait plus autour des personnages autour de lui que lui-même. Il n'a pas un si grand temps d'antenne que ça. Et j'espère qu'il redeviendra le personnage qu'il mérite d'être après, parce que bah pour le coup, ouais voilà, tu vois, j'en suis pas à dire que c'est le personnage. Comme dit Preach, moi j'irai pas jusqu'à dire que c'est le personnage qui est pas le plus intéressant, mais j'espère qu'on va retrouver du temps d'antenne autour de lui pour que ça redevienne un élément fort finalement de la série. Voilà, c'est une belle conclusion. Je vais cut le stream et le relancer, mais vraiment dans la foulée, et le mettre en pause. Le temps, évidemment, que j'aille faire un bisou aux luttes. Je le cut parce que comme ça, au moins, j'aurai juste la partie autour de Andor et à enregistrer pour le mettre en rediffusion sur YouTube. Ça évitera d'avoir à télécharger un truc de 10 heures, etc. Donc là, je cut là maintenant. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube, etc. Donnez-moi votre point de vue sur les 6 premiers épisodes. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Je cut et je relance tout de suite en mettant en pause et on passe à la suite, le Woufoufou Basketball. Des bisous.